Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Bonjour à tous, je suis Clémentine de Butler et vous écoutez Horizon Durable, le podcast de Ports en Part dédié aux entreprises et aux investisseurs engagés qui façonnent une économie plus durable. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour faire avancer les consciences. Je vous souhaite une très belle écoute. La voiture électrique est un des principaux leviers identifiés par l'Agence internationale de l'énergie dans son scénario net zéro. Pour suivre une trajectoire vers un réchauffement de 1,5 degré en 2100, il nous faut décarboner massivement le parc automobile mondial d'ici à 2030. Alors qui de mieux placé pour nous parler des grands changements à l'œuvre ces dernières années chez les constructeurs automobiles que Cléa Martinet, la directrice du développement durable du groupe Renault. Cléa, bonjour et merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour. Dans cet épisode, on va s'intéresser à la voiture décarbonée et à la stratégie de Renault, un groupe industriel français de référence. Et parce qu'on ne part pas de zéro, j'aimerais Cléa que vous nous expliquiez aussi comment Renault a pris la responsabilité de maintenir les emplois tout en transformant profondément son activité. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter les grandes transformations entreprises par le groupe ces dernières années, et en particulier le plan Renaulution ? Oui, merci. Merci de l'invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, de répondre aux questions. Donc, on a en effet le plan Renaulution qui a été annoncé en janvier 2021 par le tout nouveau directeur général qui avait pris son poste quelques mois auparavant à l'époque, donc Luca De Meo. Et c'est un plan qui s'articule donc sur 5 à 7 années. En 3 phases, donc une révolution en 3 phases. La première phase, c'était une phase de résurrection, où il s'agissait en fait de sortir comme il disait avec un anglicisme, la emergency room, de l'urgence absolue de remettre le groupe dans une situation financière pérenne, viable. Donc en fait, c'était une phase de résurrection qui est vraiment concentrée sur la réduction des coûts, la génération de marge et de cash, qui a couru de 2020 à 2023 et qui en fait s'est clos en 2022 parce qu'on avait pris de l'avance sur le plan. Une deuxième phase qui était une phase de rénovation vraiment, et donc là c'était une phase dans laquelle on est en plein en ce moment, qui est donc une phase de renouvellement de la gamme, vraiment. Donc on l'a vu avec tous les lancements qui ont émaillé les 2 dernières années dans le groupe. On sait que la R5 sort bientôt, il y a eu la Mégane et la Scénic électrique, toutes les deux qui ont été sorties l'année dernière et cette année. Et puis une dernière phase qui était une phase de révolution vraiment, donc au-delà de renouveler la gamme, il s'agissait d'étendre et de diversifier les sources de profit du groupe et donc de s'articuler autour de nouvelles chaînes de valeur. Et c'est toute la réorganisation qui a été annoncée dès 2021 pour préparer cette phase de révolution. Et donc c'est une organisation autour de chaînes de valeur, donc du thermique, chaîne de valeur de l'électrique avec la création d'Ampère, une chaîne de valeur autour de l'économie circulaire avec la création d'une entité dédiée qui s'appelle The Future is Neutral, donc ou neutrale comme on l'appelle, et une chaîne de valeur autour de la mobilité avec Mobilize qui est donc l'entité dédiée à la vente de kilomètres, de kilowattheures, du groupe Renault. Donc on a ces 3 phases et en ce moment donc on est en plein dans la phase de révolution où on étend les sources de revenus au-delà de la vente traditionnelle d'automobiles et où on se restructure autour des nouvelles chaînes de valeur qui sont celles d'un constructeur automobile de prochaine génération, comme on dit aussi next gen. Merci. J'aimerais maintenant qu'on parle de la route, ou plutôt des routes vers la neutralité carbone dans le secteur automobile. Dans d'autres interviews, vous expliquez déjà très clairement la structure des émissions du groupe et les leviers pour les réduire. Aujourd'hui, mon objectif sera plutôt de comprendre où est-ce qu'on en est collectivement et où en est le groupe Renault sur cette trajectoire net zéro. Donc, tout d'abord, le virage de l'électrique en Europe. Le moratoire voté par la Commission européenne sur les voitures thermiques, avec comme date butoir 2035, est maintenu. Ursula von der Leyen a cependant annoncé, suite à sa réélection, un assouplissement avec l'autorisation des moteurs thermiques compatibles avec des carburants de synthèse neutres en carbone. Cléa, comment est-ce que le groupe Renault perçoit cet élargissement des technologies autorisées ?
Alors, assez positivement, Luca De Meo a publié une lettre à l'Europe il y a quelques mois, dans laquelle, en mars me semble-t-il, dans laquelle justement il se faisait un petit peu le porte-parole d'une neutralité technologique pour parvenir à la neutralité carbone. Parce que en réalité, il est vrai qu'il y a plusieurs routes, hein, vous le dites tu dis très justement, hein, plusieurs routes vers la neutralité carbone. Bien sûr, l'électrique est la route la plus efficace et la plus radicale, hein, parce que par rapport à quand on prend un véhicule thermique aujourd'hui, les émissions à l'échappement, pour donner un ordre de grandeur, donc les émissions à l'échappement, c'est 80%. Hein, de l'empreinte carbone d'un véhicule. Donc quand on le rend électrique, alors attention aux confusions, on ne réduit pas son empreinte carbone de 80%, parce que cette empreinte, elle se déplace depuis le pot d'échappement vers la production de la batterie. Donc en réalité, elle se réduit au plus bas de moitié et au mieux de 70%. Donc ça ne résout pas tout, vraiment, ça ne résout pas tout de réduire, de passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Donc la neutralité technologique est tout à fait positive parce qu'elle permet aussi, selon les marchés, selon les infrastructures disponibles, de disposer de plusieurs leviers de décarbonation. Tous les pays dans le monde ne sont pas prêts à passer au virage électrique. On n'est pas non plus assuré de pouvoir avoir les ressources nécessaires en matière, en minerais pour assurer une transition électrique partout dans le monde. Donc vraiment, le fait de pousser pour investir et investiguer d'ailleurs de nouvelles pistes de décarbonation qui sont à côté du véhicule électrique, nous on les prend de manière très positive, même si la loi étant la loi, et jusqu'à cette revoyure dont on a entendu parler il y a quelques mois, l'ICE ban, enfin donc l'interdiction des véhicules thermiques était ce qu'elle était. Nous on s'est mis en droit de marche pour être entièrement électrique en 2035. Hein. On a constitué un pôle dans le nord de la France où on compte produire le nombre de véhicules électriques qui sera nécessaire, mais on accueille de manière très positive donc le fait que d'autres pistes puissent être creusées afin de pousser la neutralité carbone. Un dernier mot là-dessus, c'est d'autant plus important pour le parc roulant. Hein, parce que bien sûr la vente de véhicules thermiques pourrait être interdite après 2035, mais un véhicule thermique pourra être vendu jusqu'en 2034, et un véhicule thermique, il peut rouler 12, 13, 14 ans. Il faut savoir que l'âge moyen d'un véhicule en France, il est entre 11 et 13 ans. Donc, on ne va pas tout de suite voir les bénéfices de cette bascule à l'électrique. Et pour tout de suite décarboner le parc roulant, les e-fuels, donc les carburants de synthèse, sont hyper intéressants parce qu'ils permettent, comme ils sont drop-in, on peut les injecter directement dans les moteurs de voitures existants. Il n'y a pas d'adaptation technologique nécessaire. Eh bien, ils sont hyper intéressants pour décarboner le parc roulant. Voilà, avec une réserve, c'est que aujourd'hui, on n'a pas la visibilité sur une capacité de production de fuel de synthèse dans ces horizons-là, en tout cas dans un volume suffisant pour décarboner le parc roulant. C'était un peu ma prochaine question. Qu'est-ce qui reste à faire sur ces biocarburants pour qu'ils soient à un prix compétitif et déployés massivement ? Alors, il y a deux choses. Il y a les biocarburants et il y a les carburants de synthèse. Donc, les biocarburants, ils sont issus de la biomasse. Donc, ils sont issus, par exemple, de récoltes agricoles qui peuvent être destinés à l'alimentation humaine ou animale, ou ils peuvent être issus de déchets agricoles. Ces biocarburants-là, aujourd'hui, en Europe, c'est à peu près 7% dans la part énergétique des fuels, et ils sont capés à peu près à ce niveau-là, d'ailleurs par la Commission européenne, dans les projections. Ils vont pas trop bouger, ils sont pas hyper intéressants, et ils sont difficiles à mettre à l'échelle. En revanche, sur les carburants de synthèse, ça c'est un peu ce qu'il y avait derrière cette décision d'Ursula von der Leyen, et c'est un peu cette piste-là que tout le monde cherche à creuser. Là, la difficulté, c'est qu'il faut de l'électricité en masse.
en fait, pour produire ces carburants de synthèse. Et il faut que cette électricité soit décarbonée. Donc, pour cela, il faut avoir une capacité de production d'énergie et d'électricité renouvelable extrêmement importante. Et c'est vrai que et des infrastructures aussi de production donc de ces carburants de synthèse qui exigent des investissements colossaux et qui, s'ils étaient à devenir, seraient d'abord destinés notamment au fret maritime et à l'aviation. Donc, ça nous ouvre des portes, cette décision, mais aujourd'hui, moi, je ne pense pas que ça va vraiment fondamentalement changer la donne d'ici 2035 parce que ils sont difficiles à produire, ces carburants de synthèse, et les volumes qui vont sortir en premier, ils ne seront pas destinés à l'industrie automobile. Et donc, l'après 2035, pour Renault, ça va être majoritairement de l'électrique. Oui, tout à fait. Ce sera l'électrique, alors ce sera du tout électrique en Europe. Dans le reste du monde, on s'adaptera aux réglementations et aux décisions politiques prises par les pays. Il y a des réglementations qui se sévérisent et qui vont vers l'électrique de plus en plus, ou qui se sévérisent en matière d'émissions au pot d'échappement. On voit certains pays en Amérique latine qui prennent des virages pro-électriques. On voit que l'Inde aussi commence à sévériser sa réglementation en la matière. Donc voilà, il y a des virages qui sont pris qu'on suivra. Le Maroc commence à s'y intéresser également. Donc voilà, nous, on suivra un petit peu les mouvements des marchés et des infrastructures qui suivent, parce qu'en fait, finalement, ce sont aussi des décisions étatiques. Nous, on ne peut pas porter seul le poids de cette transition énergétique. Il nous faut toutes les infrastructures de recharge derrière et toutes les capacités de production électrique derrière pour pouvoir proposer une offre qui soit viable et qui soit attractive pour les clients de ces pays-là. Donc oui, pour vous répondre, ce sera majoritairement électrique, en tout cas tout électrique en Europe, et dans le reste du monde, on continuera de proposer une offre thermique, mais qui sera de plus en plus bas carbone, c'est l'engagement qu'a pris Dacia, et la marque Renault pour l'international. Et puis bien sûr, on proposera notre offre électrique ailleurs dans le monde, là où ce sera pertinent. Et justement, sur les enjeux, donc la sécurisation de l'approvisionnement en minerais d'un côté, le développement des infrastructures associées comme les bornes de recharge, où est-ce qu'on en est? Puisqu'effectivement, ça ne dépend pas que des constructeurs automobiles. Est-ce que le politique s'est suffisamment emparé du sujet? Est-ce que ça avance suffisamment vite? Alors, le politique commence à s'emparer un peu du sujet. Et aujourd'hui, c'est assez c'est volontariste sans que les moyens suivent vraiment. Donc l'Europe a promulgué le Critical Raw Materials Act, donc qui lui prône donc pour une sécurisation de l'approvisionnement et pour le fait d'ancrer en Europe le plus possible le fait de donc sourcer des minerais en Europe. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne suit pas. Alors, si on regarde un peu les chiffres, donc aujourd'hui, la part des ventes de véhicules électriques dans le mix européen, c'est à peu près 8%. En 2030, ce sera 55%, voire 100% en 2035. En 2030, ce sera de 51%, en 2035, ce sera de 100%. Ça va faire exploser les besoins en matériaux critiques, en minerais. Donc, par exemple, le besoin en cobalt va se multiplier par 5 par rapport aux besoins aujourd'hui. Il va se multiplier par 7 pour le lithium, par 8 pour le nickel. Donc, c'est assez colossal, en fait, la pression que ça va opérer sur ces minerais. Et aujourd'hui, et même les projections pour 2030, en fait, seulement 5% de ces besoins que nous, on a, l'industrie automobile européenne en minerais, sont assurés par des sources européennes. Seulement 5%. Une grande partie de cette filière-là, pour le raffinage, elle est chinoise, elle est à 90% chinoise pour le raffinage, et pour l'extraction, elle est éparpillée un petit peu partout dans le monde en fonction des réalités géologiques. Donc, le seul moyen de réancrer en Europe cette filière-là, c'est d'essayer d'aller trouver des filons existants. On entend parler un peu d'extraction de lithium à droite et à gauche, on arrive à le trouver. Il y a un peu de nickel qu'on arrive également à trouver par exemple en Finlande ou des choses comme ça. Et la filière d'avenir, c'est celle du recyclage. C'est vraiment, si on arrive
à implanter en Europe une industrie vraiment de recyclage des batteries fin de vie. Parce que la vertu des minerais de batterie, c'est qu'ils sont recyclables à l'infini. Donc, si on arrive à récupérer l'ensemble des batteries qui sont aujourd'hui sur les routes en Europe et qui seront dans les années à venir en Europe, et de les récupérer, à instaurer une bonne filière de recyclage avec des taux de récupération efficaces, eh bien, on pourra récupérer une partie de souveraineté européenne et de sécurisation, du coup, de ces minerais en capitalisant, du coup, sur cette masse de batteries fin de vie qui arrivera d'ici 2030, 2035. Parce qu'il faut savoir qu'une batterie de véhicule, elle n'arrive pas en fin de vie avant au moins 10 ou 15 ans. Et même là, on peut lui donner une deuxième vie qui n'est pas automobile, qui peut être une vie de stockage électrique pour des bâtiments, par exemple, ou dans un bateau, ou des choses comme ça, des usages secondaires. Donc vraiment, une batterie peut durer extrêmement longtemps. Elle survit la plupart du temps au véhicule auquel elle appartenait. Donc voilà, il faudra attendre un petit peu pour que ça arrive à l'échelle, mais on a bon espoir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place l'entité Futures Neutral, dont une des branches d'activité sera consacrée au recyclage de batteries et à la valorisation des minerais qui s'y trouvent. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Futures Neutral? Quels sont les objectifs du groupe? Et est-ce que vous avez mis en place des partenariats? Voilà, quelles sont les actualités? Oui. Alors, il n'y a pas d'actualité très récente sur Futures Neutral, de ces derniers mois en tout cas. Donc, en matière d'objectifs d'économie circulaire du groupe, après je vais parler de Futures Neutral, donc il y en a un qui est très tutélaire, c'est le fait donc d'augmenter la part de matière recyclée au sein de nos véhicules, de la porter à 33% du poids de nos véhicules en 2030. Aujourd'hui, un véhicule comporte entre 20 et 25%, parfois moins d'ailleurs, ça peut tomber jusqu'à 15% de matière recyclée. Nous, on a des objectifs assez ambitieux de le porter donc à 33% d'ici 2030. Ça, c'est l'objectif du groupe. Ensuite, Futures Neutral. Alors, c'est une entité, je le disais tout à l'heure, qui est structurée autour de la chaîne de valeur de l'économie circulaire. Donc, l'objectif aujourd'hui, il couvre 50% de cette chaîne de valeur. L'objectif, c'est de couvrir 90% d'ici 2030. Une grande partie de cette progression va être crantée par des partenariats, notamment avec des acteurs du recyclage de batteries. Normalement, on devrait faire des annonces d'ici la fin de l'année sur le sujet. Aujourd'hui, Futures Neutral est concentré sur notamment donc la récupération des déchets de production de l'industrie automobile. Quand on assemble un véhicule, il y a beaucoup de déchets de production, de tôleries par exemple, de métaux, d'acier, d'aluminium. Donc, en partenariat avec Boone Comenor, Futures Neutral récupère ces déchets de production, les transforme en lingots d'acier, d'aluminium, pour ensuite les réinjecter dans la première vie, donc dans des nouveaux véhicules, ce qui nous permet d'augmenter la part de matière recyclée. Donc ça, c'est une première activité en partenariat avec Boone Comenor. Ensuite, il y a une deuxième activité qui est celle de la collecte de tous les véhicules fin de vie et de la récupération des matières valorisables et recyclables dans ces véhicules fin de vie. Ça s'est fait en partenariat avec Indra, qui est donc un réseau de collecte de véhicules fin de vie. Il y a à peu près 380 centres en France et dans d'autres pays d'Europe qui nous permettent de collecter des véhicules, de les recycler, donc d'avoir une manne de matières, notamment matières plastiques, des polypropylènes, les platinoïdes issus des pots d'échappement, du cuivre ou encore des polymères. Voilà. Et puis, donc ça, c'est une deuxième branche d'activité, donc de collecte et de recyclage de véhicules fin de vie. Et enfin, en partenariat, et c'est même pas un partenariat d'ailleurs, c'est une entreprise qui nous appartient complètement, qui s'appelle Gaia, qui elle est spécialiste dans le fait de convertir donc des matières issues de véhicules fin de vie dans des matières éligibles pour des véhicules première vie, et qui donc fournit au groupe Renault des matières issues de VHU, donc de véhicules hors d'usage, pour ces nouveaux véhicules. Voilà, donc ça c'est à peu près le scope de Futures Neutral qui va s'étendre, comme je disais tout à l'heure, au recyclage de batteries. Il y a aussi toute une activité de Futures Neutral qui porte sur la rénovation de véhicules.
véhicule. Et donc là, ça participe de l'économie circulaire puisque ça prolonge la durée de vie des véhicules en améliorant leur fonctionnement, en les réparant, et tout ça à échelle industrielle. Dans l'usine de Flins, qu'on a entièrement convertie en l'espace de 2 ans, qui était donc une usine historique, très iconique. Pour ceux qui connaissent un peu l'automobile, c'est un des poumons industriels de Renault en France, où il y a des véhicules tout à fait iconiques qui ont été produits, comme la R16, on y produisait aussi la Zoé, qui donc a été convertie en une usine entièrement dédiée à l'économie circulaire et donc à la rénovation et au rétrofit de véhicules. Voilà où en est Future is Neutral. Le grand jalon qui nous attend là, c'est celui de passer à l'échelle industrielle sur le recyclage de batteries avec les bons partenaires. Maintenant, j'aimerais parler, on évoquait un peu plus tôt l'impact environnemental des batteries. J'aimerais creuser un peu cet impact environnemental et social. Donc, d'abord, on parlait aussi d'extraction minière, puisque c'est un point qu'on oppose régulièrement à l'idéal de l'électrique. On sait que ce n'est pas une industrie qui est neutre d'un point de vue environnemental. Comment est-ce que Renault gère et atténue ces impacts ? Oui, c'est extrêmement complexe. D'abord parce que on n'est pas chez nous. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, groupe Renault, on achète des batteries. On n'achète pas du cobalt, du nickel ou du lithium. On achète des batteries à des fournisseurs qui nous les livrent prêtes à être mises dans nos véhicules. En tout cas, c'était la situation il y a 2 ans. Et donc, aller imposer des standards environnementaux ou sociaux tout au long de notre chaîne d'approvisionnement, lorsque en fait il y a des maillons extrêmement pluriels, enfin vraiment la chaîne d'approvisionnement elle est très profonde sur une batterie et elle est aussi très opaque. C'est très difficile vraiment de savoir d'où vient le minerai dans les batteries que vous achetez, parce qu'en fait vos fournisseurs de batteries parfois ne le savent pas eux-mêmes, parce que ça passe par toute une série d'intermédiaires avec des étapes extrêmement complexes de raffinage, etc. Donc du coup, c'est un vrai défi auquel on ne peut pas se soustraire, parce qu'en fait, il faut absolument adresser cet impact environnemental et social de nos batteries. Donc je ne dis pas que je ne cherche pas des excuses, mais je pose le problème. Vraiment, on est face à une opacité et à une grande complexité aussi de chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est la réalité. Alors comment est-ce qu'on s'y prend ? D'abord, on a cherché à réduire l'opacité en allant chercher à tracter directement avec les mines. Donc, on a passé plusieurs accords, donc des Memorandum of Understanding, des MOU comme on dit, avec des fournisseurs, donc des mines, des mines de lithium, comme Vulcan en Allemagne, des mines de nickel, comme Terrafame en Finlande, ou des mines de cobalt, comme Managem au Maroc. Et donc là, bien sûr, quand on est en contact direct avec ces mines, on peut tout à fait aller regarder leurs pratiques, leurs standards. Est-ce qu'ils vont chercher une certification d'un tiers, comme par exemple IRMA? Est-ce qu'ils font partie d'initiatives comme la Raw Minerals, la RMI, Raw Minerals Initiative? Voilà. Est-ce qu'ils ont une note EcoVadis? Voilà. Donc là, on peut aller vérifier tout ce travail, faire tout ce travail de vérification-là, qui ne suffit pas toujours. Par exemple, pour Managem, toutes les cases étaient au vert, et ensuite on a eu une controverse parce qu'il s'est avéré qu'il y avait certaines malpratiques sur le site, et on a dû aller dépêcher des audits dont on attend encore les résultats. Donc vraiment, ça ne suffit pas une fois qu'on a tous ces critères-là réunis. Donc il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé tracter directement avec des mines pour pouvoir avoir un sourcing direct des minerais critiques, et pouvoir ensuite aller demander à nos fournisseurs de batteries d'aller se sourcer chez eux et pouvoir les remonter tout au long de la filière. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite. Ensuite, on a renforcé nos standards et on a demandé à les faire signer à l'ensemble de nos fournisseurs de premier rang, mais aussi de les cascader tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Et ça, on va être grandement aidé par la réglementation européenne, la directive batterie, qui va nous permettre, avec le passeport batterie notamment, d'avoir une cartographie extrêmement précise de tous les maillons
de la chaîne et d'où se trouve chacun des acteurs. Mais avoir des noms, ça ne suffit pas. Donc l'étape d'après qu'on a faite, parce qu'en fait c'est pas parce qu'on sait qui nous fournit que on est tout à fait au fait des risques ESG qu'il peut y avoir dans le pays dans lequel il se trouve et autour de la matière qu'il extrait. Et donc troisième initiative qu'on a prise, c'est qu'on s'est fait aider, on a commandé une étude qui donc a croisé les risques de 18 matières clés autour de la batterie, 18 minerais, dont bien sûr le cobalt, le lithium, le nickel, mais aussi le manganèse, le graphite naturel. Et en fait, ils croisent les risques ESG de ces minerais avec les pays dans lesquels ils sont extraits. Donc nous, quand on aura au clair toute notre chaîne d'approvisionnement, on pourra, selon la géolocalisation donc des fournisseurs, appliquer une grille de lecture et poser des questions, dépêcher le bon niveau d'audit à chaque maillon et auprès de chaque fournisseur pour pouvoir éclairer et répondre, si nécessaire, aux risques ESG. Donc ça peut être par exemple des risques de pollution de l'eau, ça peut être des risques de déchets toxiques dans les sols, ça peut être aussi des risques, vous le disiez, sociaux, donc ça peut être des risques humains liés à ces déchets, bien sûr, mais ça peut aussi être des risques liés aux conditions de travail, bien entendu, aux protections des travailleurs sur leur site de travail, les heures, voilà, donc tous ces critères-là qui sont dans tous les textes fondamentaux qu'on a signés, la convention de l'OIT, tous nos standards qu'on cascade un petit peu partout autour de nous, on pourra aller les éclairer auprès de nos fournisseurs et dans les sites sur lesquels qui sont dans notre chaîne d'appro. Voilà. Je reviens maintenant sur le cadre réglementaire, mais en dehors de l'Europe cette fois. Comment ça se passe pour Renault ? Est-ce qu'il y a d'autres réglementations qui évoluent concernant les enjeux environnementaux ? Et je pose notamment cette question parce qu'on peut entendre, notamment à l'occasion des élections dernières, que les contraintes imposées par l'Europe aux entreprises pénalisent ou pénaliseraient ces dernières par rapport à d'autres régions du monde qui sont moins strictes ou moins regardantes. Vraiment, l'Europe réglemente. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment, ces derniers temps, autour du foisonnement vraiment réglementaire, notamment lié à l'ESG. Et alors, nous, on n'est pas présent sur tous les marchés. Donc, moi, je regarde ce qui se passe en Afrique du Nord, en Amérique latine, un peu en Inde, un peu en Chine. Il n'y a pas de comparaison possible en matière de foisonnement réglementaire lié à l'ESG que celui qui se produit aujourd'hui en Europe. Moi, sur les 2 ans qui viennent, j'ai pas moins, par exemple, et je parle des textes principaux, j'ai 8 textes qui arrivent. Qui sont soit des textes qui se rapportent donc au reporting, comme la Corporate Sustainability Reporting Directive ou la Corporate Due Diligence Directive. Donc vraiment sur la CSRD, sur la CS3D. Donc ça, c'est des réglementations de reporting extrêmement lourdes qui impliquent de mobiliser des centaines de collaborateurs dans l'entreprise. Après, il y a des réglementations qui portent sur le calcul d'impact de notre chaîne d'approvisionnement, qui sont elles aussi extrêmement lourdes. Donc on a ce qu'on appelle CBAM, donc la Carbon Border Adjustment Mechanism qui arrive, qui nous demande de calculer l'empreinte carbone liée à l'acier, l'aluminium qu'on importe de hors Europe vers l'Europe, et qui est un petit peu paradoxal parce que c'est presque drôle, parce que finalement on déclare une empreinte carbone liée à un acier ou à un aluminium qu'on importe pour faire des voitures en Europe, alors qu'une voiture faite au Maroc, en Chine, en Amérique latine, elle rentre en Europe sans rien déclarer en matière d'empreinte carbone liée à l'acier et à l'aluminium, dont elle est pourtant constituée aux 3/4. Donc voilà, il y a quelque chose de petit peu paradoxal. Il y a toujours dans ce calcul d'impact lié à la chaîne d'approvisionnement, il y a la même chose acier-aluminium sur la déforestation. Donc là, pareil, on nous demande de prouver avec les coordonnées GPS de la plantation de DVA, de prouver que toutes les pièces qui comportent du caoutchouc naturel dans un véhicule qu'on importe,
de hors Europe vers l'Europe, de prouver que l'EVA qui a servi à produire cette pièce n'a pas été cultivée sur une terre qui a fait l'objet d'une déforestation. Alors que, encore une fois, une voiture qui vient d'un pays hors Europe vers l'Europe, qui est bourrée de composants qui comportent du caoutchouc naturel, n'a absolument rien à déclarer. Donc en fait, ce qui est de paradoxal avec ces réglementations telles qu'elles existent aujourd'hui, elles sont très vertueuses dans leur esprit, parce qu'en fait, il faut être responsable tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. Ça, ce n'est pas du tout, c'est même pas une question, en fait, c'est vraiment, il faut le faire. En revanche, on a presque plus envie de produire en Europe, tellement il y a des contraintes de produire en Europe. C'est plus facile d'aller produire ailleurs et d'importer des voitures, vous voyez, en direct, si on regarde l'ensemble de ces réglementations qui arrivent. Donc, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire, hein, parce que voilà, toute notre capacité industrielle est concentrée en France pour le virage électrique qui s'annonce. Hein, donc voilà, mais elles questionnent en fait ces réglementations européennes parce que comme elles ne sont pas toutes concertées et qu'elles ne s'appliquent pas de manière tout à fait homogène, elles pénalisent parfois notre compétitivité et notre attractivité en tant que producteur européen. Parce que voilà, je parle de la France, mais on a aussi des grosses capacités de production en Espagne et en Roumanie. Voilà, mais après, vraiment, on est tout à fait en soutien de toutes ces réglementations. On fait face au même questionnement en tant que société de gestion, face aux multiples réglementations en cours de développement. Oui. Et en parallèle, il n'y a pas des mesures, disons, je ne sais pas si le terme est adéquat, mais protectionnistes qui viendraient compenser un peu ces exigences supplémentaires? Oui. Il y a eu quelques mesures qui ont été prises, comme la taxation des véhicules électriques importés, par exemple. Donc ça, il y a quelques mesures qui sont prises. Il faut aussi faire attention à ne pas créer une bulle, en fait, en Europe, et qui ferait qu'on serait complètement décorrélé de la réalité des autres marchés. Donc oui, il y a quelques mesures qui sont prises. Moi, je pense que il faut vraiment qu'on parvienne à, au-delà du protectionnisme, créer un environnement qui favorise la capacité de production. C'est pas mettre plus de frontières, c'est renforcer l'attractivité en fait de l'Europe sur le secteur automobile qui est quand même un secteur hyper cœur d'emploi, enfin qui est historique en plus. Enfin, voilà, il y a quelque chose qu'il faut vraiment sauvegarder. Et peut-être pas en multipliant des mesures protectionnistes, mais plutôt en multipliant des mesures de soutien, d'accompagnement aussi vers les virages souhaités, notamment à la transition énergétique. Parce qu'aujourd'hui, un des problèmes qu'on voit, et c'est partout dans la presse ces derniers jours, l'adoption par les clients du véhicule électrique, elle est pas tout à fait au rendez-vous, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi des mesures d'accompagnement et d'incitation qu'il va falloir qu'on mette en place pour que l'usage électrique se généralise un peu plus. En dernière partie de cet épisode, je voudrais revenir sur l'emploi, justement. En tant que grand groupe industriel français, vous avez pris la responsabilité du maintien de l'emploi en organisant les reconversions, les montées en compétences de vos salariés. Vous évoquiez plutôt l'usine de Flins. Et donc, Renault a créé une université qui est un organisme de formation certifiant. Comment est-ce que ça s'organise dans le groupe ? Oui, alors... Quand l'Ocadémie est arrivé, c'est simple, le groupe était dans une situation financière absolument alarmante et il était question, Jean-Dominique Sénard s'y était fermement opposé, hein, mais il était question de fermer quelques sites industriels parce que en fait le groupe était dimensionné pour une volumétrie qui n'était plus du tout d'actualité. On était dimensionné pour faire 5 millions de véhicules et juste avant la crise du Covid, on en faisait un peu plus de 2,5 millions quoi. Donc vraiment c'était complètement démesuré et donc il y avait cette question-là de que fait-on pour ne pas fermer des sites. Et donc Flins a été un peu l'exemple
de cette transformation inclusive qui a été souhaitée par Jean-Dominique Sénard et Luca De Meo. Donc, ce qui s'est passé à Flins, je le disais tout à l'heure, qui était un peu une usine iconique et historique du groupe, c'est qu'on a transformé l'usine pour qu'elle passe d'une usine traditionnelle de ligne d'assemblage de véhicules thermiques et électriques à une ligne de rénovation, de rétrofit de véhicules et une usine entièrement dédiée à l'économie circulaire. Et donc, pour ce faire, on a créé un pôle qu'on a appelé donc le campus industrie circulaire de la mobilité. Donc, c'est le pôle économie circulaire de la Renault University, qui a donc été créé en même temps aussi. Et Renault University, sa vocation, c'est quoi? C'est donc d'accompagner les sites industriels et les fonctions support dans toutes les transformations compétences clés dont on a besoin pour se transformer en constructeur de nouvelles générations, comme je disais tout à l'heure, autour des nouvelles chaînes de valeur, l'électrique, l'économie circulaire, la mobilité et la donnée. Donc, à Flins, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a accompagné près de 2 à 3 000 collaborateurs sur les compétences d'économie circulaire. Donc, ça, c'est un premier campus qui s'est attaché à Flins parce que c'était là qu'on allait créer l'activité d'éco-circulaire, mais ça forme tous les collaborateurs du groupe. On a créé un deuxième campus autour de l'électromobilité, notamment à Cléon, qui est donc une usine qui produisait des moteurs thermiques et qui se met à produire des moteurs électriques. Donc, ça, c'est une énorme conversion pour lesquelles, en fait, il y a des formations de 4 à 6 semaines qui doivent être faites. Et puis, on a créé un troisième pôle lié à la donnée, à la logiciel et à la cybersécurité. Donc, ça s'organise en 3 pôles. 2 qui sont des pôles centrés sur l'industrie, un troisième qui est beaucoup plus transverse et qui ont formé, du coup, c'est assez colossal. On a formé près de 25 000 personnes depuis 2021 et on compte en former au total 35 000 d'ici l'année prochaine. Et quand je dis former, c'est vraiment soit de la montée en compétences, soit vraiment de la conversion. Donc, par exemple, à Flins, il y a des nouveaux métiers qu'on a créés autour de cette ligne de rénovation. Par exemple, il y a des métiers de diagnostiqueur, rénovation véhicule, par exemple, de technicien rétrofit robot, des formations d'ingénieurs en éco-conception aussi pour créer des voitures plus durables. On a des formations d'acheteurs éco-responsables aussi qu'on a créées. Voilà, donc ça forme sur la ligne et ça forme aussi dans d'autres fonctions pour que l'économie circulaire puisse infuser partout là où c'est nécessaire. Et on a fait pareil à Cléon, où on a une ligne école dans laquelle il y a à peu près 13 machines et sur lesquelles on forme en fait vraiment sur toutes les technologies de véhicules électriques, donc le bobinage stator-rotor, l'imprégnation, les tests électriques et électroniques, voilà tout ce dont on a besoin pour produire un moteur électrique. Et en effet, ce sont des formations qu'on fait en partenariat avec des acteurs académiques pour que certaines soient diplômantes. Donc, on travaille par exemple je viens de parler de Cléon, on travaille avec le CNAM, donc le Centre national des arts et métiers, on travaille avec Ingénieur 2000 aussi, qui est un CFA. À Flins, on travaille avec l'Université de Paris-Saclay, 50 ans en Yvelines. Et puis, on travaille avec les acteurs de la filière, parce qu'en fait, on n'est pas tout seul à avoir besoin de ces nouvelles compétences en économie circulaire ou en électromobilité. Donc, on travaille avec Enedis, Valeo, Veolia, voilà, toutes des acteurs de la filière, soit des fournisseurs, soit des énergéticiens, pour justement apporter chacun un peu sa pierre à cet édifice de formation et qu'on embarque toute la filière. Parce que c'est pas Renault tout seul en se transformant qui va changer la donne. Et vous mentionniez donc les sites de production et les fonctions. Quel est le profil des collaborateurs qui vont bénéficier de ces formations? Il y a tout. Ça peut être des techniciens, ça peut être des cadres, vraiment, il y a de tout. Tout dépend des formations. Je parlais tout à l'heure d'acheteur éco-responsable, ça peut tout à fait être un cadre qui prend une fonction de management des achats responsables. Puis il y a des formations beaucoup plus techniques sur les lignes. Donc il y a vraiment absolument de tout, c'est très varié, même si, bien entendu, comme la Renault University a été lancée dans une ambition de conversion de sites industriels au tout départ, la majorité au départ, c'était plutôt des personnes qui travaillaient sur les lignes de production, mais aujourd'hui, c'est très varié. J'ai pas la stat, il faudrait que je la demande, mais c'est vrai que
C'est vraiment varié parce que les métiers sont très divers et concernent autant les fonctions support que les fonctions opérationnelles industrie. Donc, c'est très divers. Et est-ce que vous pensez que, pas seulement pour le groupe Renault, mais même de manière générale, on aura des difficultés à recruter en nombre suffisant? Je pense notamment pour le développement de la filière batterie en France. Oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Il y avait une étude faite par la Fondation de la Nature et des Hommes qui disait qu'avec le déclin du thermique, donc c'était à peu près 50 000 emplois qui étaient un peu sur la sellette en France, et que derrière, il y allait y avoir des créations d'emplois liées aux nouveaux métiers. Donc, de mémoire, il parlait de 15 000 emplois nécessaires pour produire des batteries, 9 000 dans le recyclage et 5-6 000 dans le rétrofit. Donc les 15 000 dans la production de batteries, c'est colossal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les formations existent très peu. On assiste à quelques coalitions qui se forment, et nous, on pousse. Hein, on a un centre de compétences à Lardy sur la batterie qu'on a créé. Lardy qui est un des sites du groupe. Mais vraiment, oui, c'est un vrai sujet. Et au-delà de ce sujet-là, et on y revient, hein, sera-t-il compétitif de produire des batteries en Europe? Et c'est vrai que quand on regarde l'actualité aussi, il y a certains projets qui ont un petit peu ralenti, certains projets qui ne voient pas le jour. Donc voilà, c'est quand même une activité qui aujourd'hui reste assez fragile, même si vraiment, avec toute la volonté du monde, tout le monde est investi et met l'argent qu'il faut sur la table pour y arriver. Nous, on a avec AESC le plan de faire une gigafactory à une centaine de mètres de notre usine d'assemblage de véhicules électriques dans le nord de la France, à Maubeuge. On a avec Vercor aussi, un acteur français, le plan de faire une gigafactory à Dunkerque. Voilà, donc on a pas mal de projections, et voilà, on met aussi en place avec la Renault University notamment la formation qui sera nécessaire, mais on va devoir être accompagné, c'est certain, par l'enseignement supérieur pour former. Merci beaucoup Cléa d'avoir répondu à mes questions. Merci, j'étais ravie. Et merci à tous pour votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode d'Horizon Durable. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse portsampar@bnpparibas.com. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien.